Quelle est la réalité des métiers du test dans le secteur numérique ? Dans Calisti, je vous propose de vulgariser toutes les questions liées à ces métiers, aussi bien pour les personnes qui démarrent dans le secteur, mais également pour des personnes plus expérimentées, et tout ça avec des invités incroyables qui partagent leur savoir et leurs expériences, parce qu'on gagne forcément à apprendre les uns des autres. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique, et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans Calisti, on va parler d'un sujet crucial pour les testeurs, qu'ils soient juniors ou seniors, la gestion du temps et des priorités. L'idée de cet épisode m'avait été inspirée par déjà deux choses. Je vous raconte un petit peu ma vie. Mon équipe là actuellement s'est réduite avec le départ d'un collègue, ce qui a mathématiquement augmenté la charge de travail pour mes autres collègues et moi. Je réfléchissais à trouver une meilleure organisation pour éviter qu'on soit un peu en flux tendu comme on l'est actuellement, en attendant que mon ancien collègue puisse être remplacé. Dans le même temps, j'ai repensé à l'échange que j'avais eu avec Anaïs, épisode 41 de la première saison, si jamais vous voulez l'écouter ou le réécouter, qui à l'époque était seule testeuse pour 25 développeurs. Pour résumer, elle avait une charge de travail forcément énorme, mais elle avait réussi à mettre en place une méthode, notamment avec l'utilisation d'une matrice de risque, à l'aide de son équipe pour mieux gérer et prioriser ses tâches. En poussant ma réflexion un peu plus loin, je me suis dit que la matrice de risque c'était une super idée, notamment pour prioriser, mais pas forcément applicable immédiatement selon les contextes. Pour que ce soit pertinent et que ce soit bien fait, ça nécessite du temps pour déterminer les probabilités et le niveau de gravité en se basant sur l'historique. Pour un projet, ça peut être fait relativement rapidement, mais quand on travaille sur plusieurs projets ou plusieurs fonctionnalités en simultané, ça prend forcément plus de temps pour évaluer tout ça avec les bons KPI. En tant que testeur, on jongle constamment entre plusieurs tâches. Exécuter les tests, identifier les bugs, rédiger les rapports, communiquer avec les équipes, etc. Et souvent, tout ça, ça se fait dans des délais hyper serrés, parce que beaucoup considèrent que la qualité est juste là pour rassurer, et surtout, ils ne voient que la partie exécution, pas toute la préparation qu'il y a avant et après la phase d'exécution. Du coup, je me suis demandé ce qui pouvait être mis en place rapidement pour avoir une meilleure gestion de son temps et être plus efficace. Je me base uniquement sur mon expérience personnelle, aussi bien au travail que dans ma vie de tous les jours. Et ce que je vais vous dire, ce sont des conseils que tout le monde connaît, qui s'appliquent, je pense, à tous les secteurs et les niveaux de responsabilité. Mais une petite piqûre de rappel, ça ne fait jamais de mal. Et en tout cas, personnellement, ça m'a aidé à mieux m'organiser et je pense que ça pourrait aider au moins une personne parmi vous qui écoutez cet épisode. Premier conseil, apprendre à dire non. N'acceptez pas de nouvelles tâches si vous êtes déjà débordé. Je plaide coupable là-dessus, j'ai tendance à dire oui à beaucoup de choses et en définitive, je me retrouve toujours avec une to-do list qui est plus large que ce que j'avais prévu en démarrant ma journée. Quand on a l'habitude de dépanner, on est vite identifié comme une personne vers qui les autres peuvent se tourner. Alors, c'est très bien d'aider les autres, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il faut juste savoir jauger si on est en capacité de gérer ou pas. Donc prioriser ses missions et refuser poliment les sujets qui sont pas vraiment urgent. Ça, c'est apprendre à dire non. Faut se faire violence, c'est très important, sinon en fait c'est la porte ouverte au burn-out. Deuxième conseil, maîtriser un outil de gestion de temps. Alors c'est très facile de dire qu'il faut mieux gérer son temps, mieux s'organiser, mais dans la vraie vie en fait on a des sollicitations qui peuvent pas être planifiées. D'ailleurs, plusieurs études ont été publiées sur le temps qu'il fallait à une personne pour retrouver son niveau de concentration après avoir été interrompue. En moyenne 5 à 7 minutes. Si vous êtes interrompu toutes les 10 minutes par une notification mail, Slack, Teams, WhatsApp, par un collègue qui a envie de vous parler d'un sujet précis à cet instant T, donc imaginez le temps perdu sur une journée, sur une semaine, sur un mois, etc. Alors ce que j'ai mis en place, c'est une technique qui existe depuis très longtemps. D'abord, déjà, c'est de définir 3 objectifs clairs et réalistes surtout, en début de chaque journée et estimer le temps nécessaire pour chacun des objectifs. À la fin de la journée, je dois avoir couché ces 3 objectifs. Je m'autorise à en rajouter d'autres au fur et à mesure, selon les sollicitations que je peux avoir dans la journée. Mais par contre, la priorité doit être gardée pour les 3 objectifs que j'ai écrits sur ma to-do list. Ensuite, j'applique la technique du Pomodoro.
Donc cette fameuse technique, donc elle existe depuis très longtemps, je ne sais plus par qui elle a été inventée, mais ça fonctionne super bien pour arriver à se concentrer. Il y a plein d'outils en ligne pour ça, mais vous pouvez le faire avec votre téléphone, avec un minuteur, c'est très simple. Donc je règle un minuteur de 45 minutes pour me concentrer sur un des objectifs parmi les 3 dont je parlais juste à l'instant, et je bloque toutes mes notifications pendant ce temps-là. Au bout de 45 minutes, je vois où j'en suis, je peux checker ensuite mes notifications, répondre aux questions qui me sont posées, etc. Et si j'ai besoin de plus de temps pour travailler sur la tâche sur laquelle j'étais, je répète l'opération. Et en fait, comme ça, j'arrive à me concentrer et j'arrive à avancer beaucoup plus rapidement parce que, en fait, ça a été démontré que quand on est dans un couloir de concentration, on arrive à avancer beaucoup mieux, on est plus efficace. Et vraiment, c'est une technique qui fonctionne pour moi, donc... Si jamais vous ne vous en êtes jamais servi, essayez-la, vous verrez, c'est magique. 3e conseil, évitez les réunions inutiles au maximum. On a une tendance pour la réunionnite aiguë en France. Des fois, 3 réunions dans la même journée avec les mêmes acteurs autour de la table pour traiter un sujet de 3 manières différentes. Pendant longtemps, moi, je m'obligeais à participer à toutes ces réunions, étant donné que en tant que test lead, je dois recueillir toutes les informations nécessaires à communiquer à mon équipe. Et puis avec le temps, je me suis rendu compte que ma présence n'était pas obligatoire tout le temps, et surtout que je pouvais avoir ces informations via des comptes rendus journaliers, ou simplement à la réunion d'après. Et si ma présence est nécessaire, à cette réunion en particulier, je fais en sorte de confirmer avec l'organisateur de la réunion. Ce qui m'amène au 4e et dernier conseil, développer une communication efficace. C'est impossible pour les autres de connaître votre charge de travail si vous ne leur en parlez jamais. Ça peut paraître évident, mais par fierté, on a tendance à se dire qu'on peut tout gérer, sauf que ça, c'est jusqu'à ce qu'on ne puisse plus le faire. Donc, prendre le temps d'indiquer qu'on n'a pas beaucoup de bande passante et puis donner des deadlines réalistes, généralement, ça va permettre aux autres de patienter un peu, même s'il y a un planning à respecter. Un chef de projet préférera forcément avoir un rapport de test propre, clair et plus complet que des tests partiels effectués un peu à l'arrache. Petit bonus, ne pas hésiter à demander de l'aide. Un de vos collègues sera peut-être bloqué sur un sujet temporairement et pourra vous prêter main forte. Votre manager, de son côté, pourra peut-être organiser le travail autrement si vous prenez le temps d'en parler avec lui, etc. Donc ne pas hésiter à demander de l'aide, c'est toujours plus facile à plusieurs. Donc pour résumer, apprendre à dire non, maîtriser un outil de gestion de temps, éviter les réunions inutiles, communiquer sur sa charge de travail et demander de l'aide. Donc ce sont des recommandations que vous devriez pouvoir appliquer dès demain en attendant de pouvoir mettre en place une autre organisation plus efficace mais qui vous prendrait plus de temps. Alors, petite annonce, le podcast est officiellement ouvert au sponsoring. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous surcharger de pubs parce que en tant qu'auditrice, personnellement, je sais que ça peut être très pénible sur certains podcasts. Mais comme je l'avais dit précédemment, l'objectif est que ce podcast puisse s'autofinancer et qu'il reste une ressource gratuite pour les personnes intéressées par les métiers de la qualité. Donc si vous ou une personne de votre entourage connaît une entreprise qui est intéressée par un marketing un petit peu différenciant, n'hésitez pas à lui recommander Calisti. Je mettrai un petit lien dans le descriptif de l'épisode. C'est tout pour aujourd'hui, encore merci pour votre écoute et on se retrouve dans 2 semaines. Si cet épisode vous a plu, vous me feriez super plaisir en l'envoyant à 1, 2 ou 3 personnes intéressées par le sujet. Le bouche à oreille est la meilleure manière de faire connaître un podcast, surtout si le contenu vous apporte de la valeur. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner au podcast pour être au courant de la mise en ligne du dernier épisode. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, portez-vous bien.